réchauffement climatique. Il y a de moins en moins de terres fertiles à cultiver. Nous entrons dans une 6e extinction de masse des espèces vivantes. Notre Terre, telle que nous la connaissons, va cesser d'exister. De nouvelles informations prouvent que la glace fond de plus en plus. Et si les marchés économiques et financiers parvenaient à sauver la planète? On se sert de la nature car elle a de la valeur. On la perd parce qu'elle est gratuite. Si on investit de l'argent dans la protection de la nature, le retour sur investissement sera très très fort. Des économistes, banquiers, fonds d'investissement, financiers s'intéressent à la crise écologique. Ils disent pouvoir protéger la Terre, à leur façon, par l'argent. Combien vaut cette plage où vous allez tous les ans? Combien pour la forêt où vous aimez tant vous promener? Quelle est la valeur d'une plante, d'un mammifère, d'un insecte? Ce mélange des genres semble contre nature. La finance, c'est le viol de la Terre. Des espèces en voie d'extinction, des forêts sont traitées comme des produits bancaires. La protection de l'environnement est la nouvelle frontière pour faire des profits. Les marchés pourraient-ils réussir là où le politique a pour l'instant échoué? Avec quel risque? À quel prix? Parfois, pour décrire le défi auquel nous sommes confrontés, je parle d'invisibilité économique de la nature. Je veux dire que ce que la nature nous fournit ne fait pas l'objet de transactions sur les marchés. Que ce soit l'air propre, l'eau ou la pollinisation des arbres par les abeilles. Avez-vous déjà vu une abeille vous envoyer sa facture? Des milliards de travailleuses bossant sans relâche, gratuitement et en silence. Et personne pendant des millénaires pour reconnaître leur valeur, reconnaître tout ce travail qu'elles abattent. Il a fallu un drame pour que l'on admette enfin leur importance économique. Aux États-Unis, la plupart des abeilles sont mortes. La même chose est en train d'arriver en Europe. Alors il y a des centaines de personnes qui gardent les abeilles dans des ruches. Quand un fermier a besoin de polliniser ses champs, il fait appel à l'une de ces entreprises. Il y a un tarif pour louer des millions d'abeilles pendant une semaine pour polliniser les récoltes. Et si demain elles disparaissaient totalement? Si l'on devait remplacer les petites pattes des abeilles par les mains des hommes, et donc les rémunérer? Le service de pollinisation par les abeilles est invisible pour l'économie. Mais on a calculé que sa valeur est de 200 milliards de dollars. Cela représente presque 8% de la production agricole sur Terre. On les regarde différemment, ces abeilles, quand on sait qu'elles valent 200 milliards, non? Tout de suite, on y prête plus attention. La richesse au bout de la ruche et nous, les hommes, n'y avions rien compris. Mr. Johnson? Yes? Hi, Mother Nature here. I'm here to collect for last month's nature usage. Nature usage? Okay, let me see. The sun rose and set. Oh, look at that. Every day. There was that cool breeze on Tuesday. Et si la solution était là? Donner un prix à tout ce que la nature nous offre, la pollinisation, la joie de se promener dans un parc, l'air pur. Combien cela vaudrait? C'est une bonne question. Combien vaut la nature? Vous ne pouvez pas lui mettre un prix. C'est impossible. Ça n'a pas de prix. Je veux que la nature reste gratuite. La nature était là avant nous. Nous devons apprendre à la protéger. Ce n'est pas une question d'argent.
Mes filles vivent dans un appartement que nous avons à New York, sur la 56e rue. Mais le même appartement, sur la 58e, j'ai vérifié, valait 2 fois plus. Pourquoi pensez-vous qu'un même appartement entre la 56e et la 58e rue coûte le double? Parce que celui sur la 58e donne sur Central Park. La simple possibilité de voir du vert vaut $1 million. And I see you're running a little behind on your oxygen bill. I wouldn't let that continue very long if I were you, Mr. Johnson. Well, I'm a little short this week, so So, will that be cash or charge? Il y a une citation d'Oscar Wilde qui dit « Les cyniques connaissent le prix de tout et la valeur de rien ». Je ne suis pas cynique et je pense que connaître le prix de la nature, c'est aussi lui reconnaître de la valeur. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, dans le système tel qu'il fonctionne, on peut le regretter, mais ce qui n'est pas compté ne compte pas. Notre système économique a été créé à une autre époque. Il a été créé il y a des centaines d'années, à un moment où ce qui avait de la valeur, ce qui était rare, était le capital et le travail. C'est là que résidait la valeur. Et toutes ces ressources naturelles, tous ces écosystèmes, cette air pur, cette eau pure, il y avait trop de tout ça. Alors on ne leur a accordé aucune valeur. Avoir de l'air pur, de l'eau, des espèces animales à profusion, quel intérêt pour les marchés? Ils n'aiment ni l'abondance, ni la gratuité. L'équation est en train de changer. La nature mise à prix, l'Eldorado du XXIe siècle. Un nouvel espace économique s'est ouvert, immense. Le retour sur investissement est prometteur. Il intéresse désormais les banques, la finance, des multinationales et les États. Tous en sont conscients. Sur une planète morte, personne ne fera plus d'affaires. On va arriver en 2048 au dernier poisson extirpé de l'océan. Ok, on n'en parle plus. Le comportement de l'humain aujourd'hui, on peut se rencontrer un peu partout, comme il détruit les écosystèmes, où il les pollue, il les extirpe, il les surexploite, fait qu'on a une situation assez ambiguë, où sur un moment de l'histoire de la Terre, on a un maximum d'espèces, on en détruit beaucoup plus vite que ce qu'on est capable de laisser régénérer, en fait. Et la préoccupation, elle est là. C'est une théorie économique fondamentale. L'offre et la demande. Plus il y a d'offres de quelque chose, moins c'est cher. Moins il y a de demande, moins c'est cher. Mais plus il y a de demande d'une chose rare, plus c'est cher. Effectivement, pour l'instant, le prix que nous mettons sur les services naturels est de 0. Mais cela va changer parce que l'offre de ressources naturelles continue de diminuer et la demande des gens continue de croître. Appliquer la loi économique de l'offre et de la demande aux éléments naturels et aux espèces est une rupture. Jusque-là, personne ou presque n'avait jamais osé faire entrer la production de la vie dans la machine économique. Il y a vraiment une emprise d'ampleur géologique des humains sur la planète. La vitesse d'extinction des espèces, c'est 100 à 1000 fois plus rapide que la moyenne géologique des 500 000 dernières années. La dernière fois qu'il y a eu une crise de biodiversité aussi violente, c'était il y a 65 millions d'années. À cette époque, l'une des plus grandes catastrophes géologiques est arrivée. Les dinosaures ont disparu, tout comme 70% des espèces animales. Nous serions donc dans une crise d'extinction de la même envergure. Cette fois, ce n'est pas une météorite qui en est la cause, mais l'homme. Les êtres humains existent depuis des millions d'années, mais ce processus de destruction de la nature n'existe que depuis les 150 dernières années. En d'autres termes, ce ne sont pas les humains qui détruisent la nature, mais un système économique. Depuis la révolution industrielle, la population mondiale a été multipliée par 6.
la consommation d'eau par 3. Le taux de carbone dans l'atmosphère a doublé. La Terre s'est réchauffée. La moitié des forêts tropicales a disparu. Notre empreinte écologique s'est alourdie. Pour assouvir nos besoins, nous utilisons aujourd'hui les ressources d'une Terre et demie. Si nous continuons sur notre modèle de consommation, nous aurons besoin de 2 planètes en 2030. 2,5 en 2050. Que se passera-t-il s'il y a beaucoup moins d'arbres? S'il n'y a plus l'eau potable dont nous avons besoin, là où nous en avons besoin, quand nous en avons besoin? S'il n'y a plus suffisamment d'air pur? Tout cela devient plus rare. Alors on va commencer à mettre un prix sur ces services, à évaluer le coût de leur destruction. Nous croyons qu'il y a des opportunités, que l'on va pouvoir profiter de cette transition. D'ailleurs, les affaires ont déjà commencé. À 200 km de Los Angeles se trouve une mouche. La mouche sans doute la plus chère du monde. Tiens, la voilà. Juste à côté de nous. C'est l'une d'entre elles. Il y a un siècle, cette mouche avait une centaine de kilomètres carrés pour vivre dans ces dunes. Au cours du XXe siècle, 95% de son habitat a été détruit ou converti à d'autres usages. Seule une partie des 5% restants abrite encore des populations saines de cet insecte rare, cette mouche des sables amoureuse des fleurs, comme on l'appelle. Elle naît au plus chaud de l'été et elle ne vit que quelques jours, tout au plus. Le comté de Colton a connu un fort développement économique. Les entreprises et les industries ont grignoté les dunes. La mouche des sables amoureuse des fleurs a ainsi décroché un bien triste trophée, devenir la première mouche américaine en voie d'extinction. Pour la protéger, en 1993, l'État a interdit toute nouvelle activité. Plus de construction, plus d'installation, Colton croissance zéro, tout ça à cause d'une bestiole. Les habitants ici veulent du travail. Ils veulent avoir accès à des services et voir plus d'entreprises s'installer ici. Pour le moment, on nous empêche de le faire. La mouche s'est donc retrouvée détestée par toute la population. Mais le malheur des uns... Cette mouche est une espèce rare qui vit sur des terrains rares. C'est un bon investissement financier. Nous générons à la fois de la valeur pour nos actionnaires tout en préservant la mouche en créant une biobanque. Notre dernière vente a été de 250 000 $ pour 4 000 mètres carrés. Une banque y a vu une opportunité, une banque spéciale appelée Biobank. Elle a compris qu'elle pouvait gagner de l'argent sur le dos de ces inutiles amoureuses des fleurs. La banque a acheté 130 hectares de terrain où vit la mouche. Elle ne fait rien d'autre que laisser vivre l'insecte tranquille et vend des actions. Si un promoteur souhaite développer un projet sur un terrain où vit la mouche, l'État lui interdit. Mais s'il achète des actions à la banque, l'entrepreneur compense son impact en investissant dans la protection de l'insecte. Il achète ainsi le droit de monter son entreprise. La banque a déjà gagné 20 millions de $. Le marché permet l'équilibre entre la préservation de la mouche et le développement économique. Une banque qui protège une espèce et qui fait des profits, un système gagnant-gagnant, non? Il y a juste auprès des habitants que la banque ne fait toujours pas mouche. Cette mouche est en train de gagner la guerre. Avec ces mouches, on a déjà perdu des millions et des millions, des années et des années. De toute façon, on ne peut pas remplacer ce que l'on a perdu.
Ça coûterait moins cher d'aller tuer ces mouches que de compenser. Je plaisante, bien sûr. Mais c'est vrai. Tellement vrai. Aux États-Unis, la protection des espèces est entre les mains de ces nouveaux banquiers. Les entreprises, promoteurs immobiliers, constructeurs d'autoroutes, ceux qui mettent les animaux et insectes en danger, payent ces banques. Elles protègent près de 500 000 hectares sur le territoire. Elles vendent des actions marécages, des actions cactus, des actions chiens de prairie ou encore des actions lézards. Wildlands est la plus importante biobanque de l'Ouest américain. Notre chiffre d'affaires dépasse les 40 millions chaque année. Nous proposons des actions pour le serpent jarretière, les saumons, truites arc-en-ciel, éperlans, la buse de Soissons, la chevêche des terriers, la tortue du désert, le coléoptère longicorne, les crevettes. Nos clients connaissent nos produits. En général, un client vient et dit « J'ai besoin de construire un supermarché et je vais détruire des crevettes ou des chouettes. Vous avez quelque chose à me proposer pour que je compense ces dégâts ?» Alors on regarde notre inventaire et on lui propose une solution. On lui vend des actions. On le soulage de sa responsabilité. C'est comme un certificat de bonne volonté. Mais comment ces banques choisissent-elles d'investir dans la protection d'une espèce plutôt que d'une autre? Que deviennent les animaux en voie d'extinction dans ces zones américaines où personne n'habite, où il n'y a pas de développement économique, donc personne pour acheter des actions? Le choix de protéger une espèce ou une autre dépend de la demande du marché. Acheter des terrains, les protéger, en acheter des nouveaux, c'est une chance exceptionnelle d'avoir un modèle économique qui défend la nature. Si nous n'étions pas rentables, nous n'aurions pas les moyens de réinvestir dans des nouveaux projets. Étonnant, non? La loi du marché appliquée aux espèces en danger. Comment peut-on laisser des banques, même bio, décider quelles espèces méritent ou non d'être sauvées? Celles qui valent la peine de vivre, celles qui doivent mourir sur l'autel de la rentabilité. Si vous allez sur le site web de la banque d'espèces, vous allez trouver à peu près 700 banques différentes. Le marché tourne autour de 2,5 à 4 milliards de dollars par an. Un marché des espèces en voie de disparition se développe donc. Toutes ces biobanques sont aujourd'hui répertoriées. Vous voulez savoir quelle banque protège la buse de Swenson, la salamandre tigre, le renard du désert? D'un clic, chaque espèce en danger apparaît, avec pour chacune le nombre d'actions émises. Il va y avoir des espèces naturelles plus lucratives que d'autres. Elles auront donc un plus grand flux d'investissement. Alors que d'autres types de plantes ou d'animaux moins attractifs bénéficieront d'un plus petit flux d'investissement. Les premières vont donc être privilégiées, alors que les secondes vont tendre à disparaître. Hi, I'm John. I work for a company, a big company. A company that still doesn't realize it relies on nature, which is why I'm organizing a meeting, a big meeting, to discuss natural capital. It's a new idea to boost our business. You've heard of financial capital, right? So what is natural capital? Le capital naturel est le capital qui a été créé par la nature. Le climat est un capital naturel.
Les arbres aussi, ils prennent du dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène. La biodiversité est une forme de capital naturel. So let's take a shoe. This one's a leather. Leather comes from cows. To make a cow, you need grass and grain. That's a lot of land and a lot of water. La nature produit l'eau pure, la nourriture saine dont nous avons besoin. Grâce aux forêts, la nature nous protège des orages ou des inondations. C'est ce que j'appelle la richesse de la nature. Si je parlais comme un universitaire, je dirais que ce sont des services écosystémiques. La nature devient donc une véritable entreprise. Elle possède un capital propre et peut proposer ses services aux utilisateurs. Partout sur la planète, la comptabilité de ces services a commencé. Sans la forêt amazonienne, pas de pluie, donc pas d'agriculture en Amérique du Sud, donc pas d'économie agricole. Ce service a été estimé à 240 milliards de dollars. Dans les océans, il y a les récifs coralliens. Comme vous pouvez voir, ils sont partout sur le globe. De la Micronésie à l'Indonésie, la Malaisie, l'Inde, Madagascar, jusqu'à l'ouest des Caraïbes. Ces points rouges procurent de la nourriture à 1 demi-milliard de personnes, soit 1/8 de l'humanité. Les scientifiques nous disent que les niveaux de carbone dans l'atmosphère sont trop élevés. Ils mettent en danger la survie de ces récifs. Au fil des ans, Pavan Sukhdev est devenu le gourou planétaire de l'économie de la biodiversité. L'économiste tente de convaincre les humains de l'importance de ce capital. Calculer la valeur monétaire de la nature est devenu le combat de sa vie. Il sait aussi bien mesurer un écosystème que chiffrer les pertes globales, au risque de faire de la nature une marchandise banale. Chaque année, la perte de valeur est de 2 à 4 trillions de dollars, c'est-à-dire entre 2 et 4 millions de dollars. C'est presque du même ordre que les pertes que nous avons subies lors de la crise financière de 2008. Cela nous montre à quel point ces pertes sont importantes. Pourtant, elles sont invisibles parce qu'on ne compte pas ce capital quand il disparaît, que ce soit une forêt ou un marais. On ne compte pas ces pertes car on ne compte pas les revenus. Ces actifs sont invisibles. C'est toujours le même problème, l'invisibilité économique de la nature. La nature n'a pas été produite pour être vendue. Des tas d'objets sont produits spécifiquement pour être vendus. C'est leur destin, je dirais. La nature n'a pas été produite pour être vendue, ce n'est pas un bien économique comme les autres. La nature n'a pas de valeur économique intrinsèque, qu'il faudrait rendre visible, qu'il s'agirait de révéler, et que le marché révélerait. Ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui par les tenants de la marchandisation des services écosystémiques, marchandisation de la nature. L'idée qu'il y aurait une valeur intrinsèque qu'on a toujours oubliée, qui est invisible et qu'il faudrait rendre visible. Il y a des gens qui n'aiment pas que l'on donne un prix à la nature. Ils pensent qu'on ne peut pas mesurer sa valeur, que y associer le profit n'est pas une bonne chose. C'est ne pas regarder plus loin que le bout de son nez. Il faut croire qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Comme ces milliers de manifestants dans les rues de Rio lors du sommet de la Terre de 2012. Plutôt que de faire de la nature un bien économique, ces opposants demandaient l'adoption de politiques fortes pour résoudre la crise écologique. En vain. Il y a 20 ans, le sommet de la Terre a mis le développement durable à l'ordre du jour. Je vais être franc. Nos efforts n'ont pas été à la hauteur du défi. Nous jouons au poker avec notre planète. Nous n'agissons pas assez vite. Plus de pauvreté, plus de conflits et plus de destruction de l'environnement. D'un côté, des politiques incapables d'apporter une solution globale. De l'autre, des marchés émergents qui préservent quelques espèces et habitats. Certains ont choisi le camp de la soi-disant efficacité économique.
Les sociétés anciennes déifiaient ce qu'on appelle aujourd'hui le capital naturel. Il y avait des dieux pour les rivières, des dieux pour les océans, des dieux pour le soleil. C'est de cette façon qu'ils reconnaissaient l'importance de différents types de capital naturel. Aujourd'hui, on ne déifie plus les choses, mais on reconnaît leur importance en y mettant des dollars, en les transformant en actifs financiers. Cela reflète le changement de notre société. Le capitalisme est considéré comme important de nos jours. Pendant des décennies et des décennies, nous avons essayé de sauver la biodiversité et les forêts, juste avec notre bonté, parce que nous savions que c'était la bonne action à faire. Et nous avons échoué. Nous avons lamentablement échoué. Et je défie tout écologiste de me dire le contraire. Nous devons trouver d'autres instruments qui nous amènent à une échelle supérieure. La petite maison est charmante et discrète. Elle abrite une entreprise qui gagne en puissance d'année en année. La place de marché des écosystèmes est une société basée à Washington qui édite de l'information financière. L'idée était de créer de l'information financière à propos de ces marchés, de rendre disponibles les données sur les transactions de façon transparente et crédible pour stimuler les marchés. Alors on a créé ce qu'on appelle le Matrix, qui représente les 24 types d'instruments pour les marchés. Le Matrix, c'est la Bible des marchés de la nature. Marché de la biodiversité, marché de l'eau, marché du carbone, du tourisme vert, des ressources génétiques. La place de marché des écosystèmes a inventé cette matrice pour montrer aux décideurs économiques et politiques les possibilités de croissance de ces nouveaux secteurs. 10% par an pour les marchés de la biodiversité, 55% pour le carbone. Considérer la nature comme un capital est une absurdité. Car cela signifie utiliser la nature comme on utilise une technologie pour investir et obtenir plus de bénéfices. C'est ça l'idée qu'ils proposent. Ils sont fous. Ils ne sont pas si fous, ils ont juste le sens des affaires. Penser que l'économie, les marchés peuvent résoudre la crise environnementale, l'idée fait son chemin petit à petit. Elle ne s'impose pas encore, mais elle grossit, elle convainc doucement, mais sûrement. Cette idée n'est pas tombée là par hasard, elle est travaillée, façonnée depuis une 50aine d'années. La décennie 65-75 est une décennie d'avancée des régulations environnementales. Il y a toute une série de lois qui sont mises en avant pour la qualité de l'eau, la qualité de l'air, la protection des espaces et des espèces. Ça va faire très peur à un certain nombre d'organisations industrielles, de lobbies, qui vont essayer de mettre en place un contre-mouvement, un contre-feu à ces avancées environnementales. C'est ce que les historiens américains appellent l'environmental backlash, donc le retour de bâton environnemental. Ces lobbies ont trouvé un porte-parole en Ronald Reagan. Pendant sa campagne, le candidat accuse le président Carter en exercice de casser la croissance avec ses règles environnementales. Il se rend dans une usine où des milliers de personnes ont été licenciées à cause, selon lui, de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement. Reagan's tour of the decaying hearths and furnaces was a symbolic effort to remind voters that tough times arrived here while Jimmy Carter was president. It was closed down for two reasons, dumping and the EPA, forcing costs on them for environmental protection to meet their mandates that could not be afforded. There was no way to do it. Lorsque Reagan arrive à la Maison-Blanche, il va mettre en place une politique de régression des régulations environnementales.
L'agence, la Environmental Protection Agency, va voir son budget diminuer de 20 à 25%. Il en confie la direction à un de ses proches qui est chargé d'en organiser la casse. Il va assouplir toutes les régulations sur l'exploitation forestière, sur la loi sur l'air et les pollutions de l'air. Les réglementations environnementales sont donc révisées à la baisse, flexibilisées, ouvrant la voie à la naissance d'instruments de marché supposés sauver la nature sur fond de recul des moyens publics. George Bush, devenu président, poursuit cette politique de libéralisation de la nature. Il imagine des marchés des zones humides, des étendues marécageuses primordiales pour la diversité biologique. Des entreprises aimeraient bien développer des projets sur ces zones laissées à la vie sauvage. Alors Bush invente No net loss of wetlands. Pas de perte nette. Voilà comment, par cette nouvelle formule qui devient loi, le président pose les bases des marchés de l'environnement. Sa conception de la protection des zones humides est compatible avec la croissance économique. Les entreprises vont pouvoir détruire des parties de ces marécages à condition de compenser leurs dommages. Et à partir de 1991, les premières banques de biodiversité, d'habitat puis d'espèces vont être mises en place autour de cette idée du no net loss. On assiste, et c'est passionnant, au développement de ces marchés dans d'autres endroits. Chine, Brésil, Mexique, Pérou. Il commence à y avoir un véritable intérêt pour ces types d'instruments de compensation liés à la perte de la biodiversité. Cette jungle sur Bornéo vaut aujourd'hui 34 millions de dollars. Elle a été achetée par un fonds d'investissement qui a monté la plus grande biobanque du monde. Elle cherche à rentabiliser son investissement auprès de ses clients, des fonds de pension et des compagnies d'assurance. Il n'y a plus beaucoup de forêt à Sabah, et celle qui reste est souvent dégradée. Il reste seulement 80 000 hectares de forêt primaire dans la plaine. Il est donc très important de protéger cette forêt de basse altitude, car elle abrite les espèces emblématiques telles que les orang-outans, les éléphants. La Malwa Bank est une réserve de 34 000 hectares de forêt dans la partie malaisienne de l'île de Bornéo. Ce qui est unique dans ce projet, c'est que nous avons choisi d'avoir une approche commerciale de la protection de la forêt. Nous essayons de rentabiliser sa valeur écologique. Bornéo est la 3e plus grande île au monde. Sa forêt a près de 150 millions d'années. Elle couvrait la totalité de l'île en 1900. Les 2 tiers ont presque disparu. À cause du commerce du bois et des plantations de palmiers pour la production d'huile de palme. En quelques années, l'île s'est transformée en un océan de monoculture. La catastrophe écologique est totale. À ce rythme, les orang-outans auront disparu d'ici la fin de la décennie, comme l'éléphant pygmée et d'autres espèces. Si Malwa arrive à convertir la valeur écologique de cette forêt en valeur monétaire, cela donnerait un prix aux orang-outans qui, pour l'instant, n'ont aucune valeur. Donc, l'entreprise d'huile de palme voisine serait obligée de payer pour avoir le droit de détruire cette forêt et de l'exploiter.
La Malua Bank vend ses actions jungle à ses entreprises productrices d'huile de palme et aux sociétés agroalimentaires à travers le monde qui l'utilisent dans leurs produits. Faire payer ceux qui détruisent la forêt primaire peut-il permettre de sauver les grands singes ? C'est une logique vraiment perverse, car celui qui a de l'argent peut acheter ses certificats et détruire la nature. Les certificats de biodiversité sont en réalité des permis de polluer, des permis de détruire la nature, et c'est la raison pour laquelle ce mécanisme est pervers. Au lieu de préserver la nature, cela fait exactement le contraire. Car celui qui a de l'argent n'a aucun problème. Il achète ses certificats, et de cette manière, il justifie la destruction de la nature. Le modèle économique de la Malua Bank n'est pas encore rentable, mais des acteurs traditionnels de poids croient en son avenir. Elle a été la toute première banque à publier fin 2013 un rapport sur le capital naturel. Ces marchés de l'environnement, qui étaient vus comme un secteur économique très restreint, une niche, apparaissent aujourd'hui comme prometteurs. Les questions autour du capital naturel sont fondamentales. Elles vont déterminer notre façon de vivre dans le futur. Il y aura peut-être des migrations de populations humaines, d'espèces, des changements énormes dans la façon dont les gens vivent. Les investisseurs prennent davantage en compte le capital naturel. Ils se rendent compte que cela peut être une contrainte ou une opportunité économique. Ils pensent à la façon dont leurs investissements vont générer de la valeur pour leurs actionnaires. Cela signifie qu'ils doivent anticiper l'approvisionnement en capital naturel, anticiper les changements dans les ressources naturelles. La prochaine vague de gros profits financiers pourrait bien venir de ces marchés environnementaux. Les banques regardent aussi bien les risques que les opportunités. Je pense que toutes se rendent compte et reconnaissent maintenant que les ressources naturelles sont très importantes. Alors JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Bank of America, toutes ces banques majeures sont les institutions qui investissent dans les entreprises qui ont des projets qui auront un impact sur la biodiversité, positif ou négatif. Alors elles sont une pièce très importante de notre coalition. Voici donc qui se trouve derrière la place de marché des écosystèmes, qui est intéressé par l'évolution de ces marchés, par leur potentiel, qui siège dans ces différents conseils d'administration ou de surveillance. On croise ces noms qui ravivent quelques souvenirs. Quand on regarde le développement des marchés de la biodiversité, on trouve des acteurs très connus. Les banques en particulier. Il est à la fois étrange et inquiétant de voir que souvent ces mêmes banques étaient activement impliquées dans les opérations qui ont mené à la dernière crise financière. Les banques, bien sûr, ne font pas ça parce qu'elles ont à cœur la protection de la nature. Elles le font parce qu'elles y voient une opportunité. Elles veulent installer les bases de ces nouveaux marchés financiers. Bank of America Merrill Lynch a payé une amende record de 17 milliards de dollars au gouvernement américain pour arrêter les poursuites judiciaires liées à la crise des subprimes. JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, a dû, elle, verser 13 milliards pour les mêmes raisons. Citigroup a été sauvée de la banqueroute par ce même gouvernement américain. Elle a versé des centaines de millions pour échapper aux poursuites de ses clients lésés. On trouve encore des entreprises montées par des anciens de la banque Goldman Sachs. Goldman Sachs qui a fait des milliards de bénéfices lors de cette crise en spéculant.
Une plante carnivore peut-elle cesser d'être carnivore? Vous pensez peut-être qu'ils sont les méchants. Ils ont peut-être même été des méchants par le passé. Mais peut-être étaient-ils méchants parce qu'ils ont fait des erreurs. Ils faisaient de leur mieux. Mais si on pouvait convertir un méchant ou quelqu'un qui ne faisait pas attention en un allié, si on arrivait à faire cela, on pourrait accomplir beaucoup plus de choses. C'est le patron de l'une des plus importantes organisations américaines de protection de la nature qui vient de parler. Son propos est assez inattendu, n'est-ce pas? The Nature Conservancy compte près d'1 million de membres et protège des millions d'hectares de terre et de zones marines dans le monde. Alors, naïveté ou stratégie? J'ai eu beaucoup de chance de travailler chez Goldman Sachs. J'ai été un banquier d'affaires classique pendant plus de 20 ans. Avant de rejoindre The Nature Conservancy, j'ai dirigé la stratégie environnementale de la banque. Un président qui a construit toute sa carrière dans le monde de la banque, en particulier dans celui des banques d'affaires, s'assurera que les solutions à la crise qu'il mettra en place ne menaceront pas le secteur d'où il vient. Je suis banquier. Je comprends la différence entre les prix et les valeurs. Je comprends aussi que la valeur de la nature est immense, mais que nous n'avons pas appris à l'apprécier. Pavan Sukhdev est la référence mondiale du capital naturel, l'homme qui a le plus d'influence. Aujourd'hui à la tête d'une société de conseil, il a fait sa carrière à la Deutsche Bank. Pour lui, calculer la valeur de la nature n'en fait pas une marchandise. Il espère juste rendre les États plus conscients de leur richesse écologique, les entreprises plus responsables. Un banquier peut-il ainsi changer de nature? L'économie est juste une arme. La direction dans laquelle vous tirez est un choix éthique. Avec cette arme, j'ai fait le choix moral de tirer dans la bonne direction. Avec son arme économique, l'écologiste banquier a tiré ses munitions sur les politiques. Il a déjà gagné la bataille des idées auprès des institutions internationales et de leurs dirigeants. La situation au sein de l'Union européenne pourrait bien sûr être meilleure. Malgré les nombreuses actions que nous avons menées, seulement 17% des habitats et des espèces et 11% des écosystèmes sont en bon état. Je pense qu'il n'y a rien à cacher. De toute évidence, nous avons échoué. C'est la face cachée de notre développement. Les entreprises qui assurent notre confort de vie, avec le lot de conséquences que nous ne voulons pas voir. Industrie pétrolière, chimique, sidérurgique, des zones où l'air est empli de particules de dioxyde de carbone, soufre, benzène, hydrocarbures. L'Europe s'est urbanisée, industrialisée. Dans ces zones, les hommes sont malades et la biodiversité se meurt. Quand vous financez la biodiversité, vous pouvez logiquement attendre de l'argent public. Mais à la fin de la journée, vous vous rendez compte que beaucoup de gens regardent de ce côté-là. Il y a beaucoup de besoins à satisfaire. Il faut donc utiliser aussi des fonds privés. C'est pour cette raison que nous nous intéressons à des mécanismes financiers innovants. Je crois que les États, aujourd'hui, sont en train de considérer que l'environnement, ça coûte trop cher et que les politiques écologiques, on verra plus tard. Donc, ils ont abandonné le souci écologique, ils n'ont pas abandonné le souci économique. Or, la crise écologique est une opportunité économique. Et les États mettent en place les outils pour transformer cette contrainte, qui peut coûter cher si on la considère seulement comme une contrainte, en opportunité économique pour les acteurs privés. À Bruxelles, qui est la capitale des lobbies de l'Union européenne, vous avez entre 15 000 et 50 000 lobbyistes. Et la plupart travaillent pour des entreprises. Nous voulons ce partenariat avec le secteur privé.
Sans lui, nous n'avons pratiquement aucune chance d'y arriver. Il y a une vingtaine d'années, on pensait encore que les États et la politique pourraient sauver la planète. Une centaine de chefs d'État avaient fait le déplacement au sommet de la Terre de Rio. L'événement était alors le plus grand rassemblement de dirigeants du monde. Seule une poignée d'entreprises était présente. À cette époque, préserver l'environnement avec l'aide d'entreprises ne venait à l'idée de personne. En 1992, au sommet de la Terre, il y avait principalement des représentants des gouvernements et quelques représentants de la société civile. Ils pensaient tous que les entreprises étaient mauvaises, qu'elles étaient la cause de tous leurs problèmes, qu'elles étaient responsables de la destruction de l'environnement. Le Conseil mondial des entreprises pour le développement durable est un groupe de 200 multinationales. Beaucoup d'entre elles ont un sérieux passif sur les questions environnementales comme Rio Tinto, Shell, BP, etc. Le Conseil mondial a été créé en 1992 pour influencer le sommet de Rio. En 2 décennies, ces multinationales ont constitué un véritable lobby. Je pense que doucement, mais sûrement, nous allons devenir des partenaires égaux dans la discussion. J'exprime peut-être un rêve plutôt qu'une réalité, mais c'est une tendance que je vois se dessiner. À l'échelle mondiale, nous ne trouverons les solutions à ce débat que si les entreprises et les États deviennent égaux dans les discussions. Paris gagné. Pour le sommet de la Terre en 2012, les Nations Unies ont déroulé le tapis rouge à ces multinationales. Rio Plus 20, il y avait plus de 2700 représentants du secteur privé. Il y avait le PDG d'Unilever, le PDG de Puma, il y avait Coca-Cola, Shell, Rio Tinto. Toutes ces multinationales étaient au rendez-vous dans un hôtel de luxe de Rio. Pétroliers, géants de la chimie, de la sidérurgie. Toutes régulièrement accusées de pratiques nocives sur l'environnement. Comme dans toute bonne gestion, nous devons explorer les risques et les opportunités. Nous devons comprendre nos écosystèmes. Pour rappel, ceci est l'engagement Nestlé contre la déforestation. Nous sommes la première grande entreprise à avoir pris un tel engagement. Pour nous, c'était assez évident que nous avions besoin de réfléchir à la biodiversité et aux écosystèmes. Dow Chemical, c'est le producteur avec Monsanto de l'agent orange, qui est un défoliant qui a été utilisé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et qui a causé des milliers de cancers, de malformations à la naissance chez toutes les personnes qui ont été exposées à cet herbicide. Dow Chemical est aussi associé via le rachat d'une entreprise qui s'appelait Union Carbide en 2001 à la catastrophe de Bhopal. Bhopal, en Inde, où une usine a explosé, dégageant 40 tonnes de produits chimiques, causant 10 000 décès et 300 000 malades. Ces mêmes entreprises qui appartiennent donc à ce groupe font au quotidien exactement l'inverse. En faisant pression sur les politiques pour qu'ils aillent dans le sens de leurs intérêts. Elles tentent ainsi d'éviter tout changement structurel et continuent donc à avoir un impact dévastateur sur les communautés et l'environnement. Il n'a fallu que 20 ans pour que le banquier, le politique et la multinationale, ces 3 symboles, parlent d'une même voix de l'environnement. Notre histoire économique récente est passionnante. Nous avons vu l'émergence de sociétés multinationales. Une partie de leur développement et une partie de leur succès s'est faite grâce aux dérégulations et aux innovations dans les marchés commerciaux et financiers. En fait, je crois vraiment que je ne parle pas d'intérêt pour l'environnement ici. Je parle d'un besoin pour une nouvelle politique industrielle. Alors,
En réalité, il ne s'agit pas de croissance verte, il s'agit de croissance tout court. Est-il possible de croître économiquement et en même temps de préserver un équilibre avec la nature? Non, cela n'est pas possible. La croissance a une limite qui est la capacité de régénération de notre planète Terre. Et nous avons déjà dépassé cette limite. Pourquoi veulent-ils nous faire croire en cette fiction? Parce que le capital en a besoin. Parce que si on dit au capital qu'il ne peut plus croître, alors il entre en crise. Nous avons besoin d'une économie moderne, une économie verte. Une économie qui est bonne pour les gens, pour les affaires et pour la planète. Pavan has been at the forefront of a community of economists, development experts, environmental experts, social science experts. Les Nations Unies aussi ont été converties. Son représentant pour l'environnement a décerné le titre d'ambassadeur à Pavan Sukhdev. C'est aujourd'hui un banquier qui incarne la protection de l'environnement au nom de toutes les nations du monde. Les Nations Unies sont en train de devenir les promoteurs de l'investissement privé mondial sur la planète. Je suis fondamentalement en désaccord avec ce rôle que prennent les Nations Unies. Dans notre organisation, qui est une organisation d'indigènes, on s'est beaucoup intéressé à cette économie verte. D'abord, on s'est dit, bon, ça a l'air bien, que les économistes dans le monde commencent à avoir une conscience écologique. L'économie verte, ça sonne bien. Mais en y regardant de plus près, on a commencé à voir qu'il s'agissait en fait de privatiser la nature. Alors, les Nations Unies, les multinationales, les banquiers, les politiques, tous dans un même sac? Y aurait-il un complot international contre les intérêts de la nature? Et si au contraire, cette collaboration était notre seul salut, le seul salut pour la Terre? Des écologistes comme ceux de Nature Conservancy travaillent avec des entreprises comme Dow Chemical et bien d'autres. Parfois, les gens me disent « Mais Marc, pourquoi travailles-tu avec des entreprises qui ont une telle empreinte environnementale ?» Je leur dis « Mais c'est exactement pour cela qu'on doit travailler avec eux. » Les associations écologistes aussi ont besoin de fonds. Protéger la nature coûte cher, les donations ne suffisent pas. Certaines se sont donc alliées à des multinationales et signent des partenariats. Elles ont désormais des représentants qui viennent de grandes entreprises. Beaucoup de multinationales recrutent aussi d'anciens membres d'associations écologistes. À ce jeu, qui influence qui? Si vous travaillez dans un secteur comme celui de Coca-Cola, il est assez facile de comprendre qu'il faut faire attention aux sources d'eau potable. Et bien sûr, ils le comprennent. Ils nous demandent quel type d'investissements forestiers auront le meilleur rendement pour l'eau potable. Du point de vue de l'écologie à l'ancienne, on pourrait trouver la question grossière. Et si votre but est de mobiliser les acteurs industriels à investir davantage dans la nature, il est très important d'avoir des réponses à ces questions. Je ne pense pas que ce soit contradictoire. Pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Ils prêtent leur nom, ils prêtent leur logo, ils prêtent leur contact, ils mettent leur expérience au service du développement de ces marchés. Pourtant, la plupart d'entre eux savent parfaitement que les communautés n'en bénéficieront pas.
On aurait envie d'y croire à ce meilleur des mondes. Croire que les banques et les multinationales se sont converties. Croire qu'elles ont foi en ce capital naturel. Croire que la protection de la nature s'est révélée à elles. Et si les banques et les multinationales avaient vraiment pris conscience de leur impact et de leur dépendance au capital naturel? Métamorphose ou trompe-l'œil? Je suis un type ambitieux, comme vous l'avez remarqué. Je pense qu'on peut faire ça, changer les règles du jeu. J'attends avec impatience les 10 prochaines années. On va complètement transformer la manière dont nous gérons nos économies. On va trouver un équilibre entre succès économique et financier, succès environnemental et succès social. Si l'on peut faire ça, alors ma vision, 9 milliards de personnes vivant tous correctement dans les limites de notre planète, sera une réalité. C'est ainsi que nous mesurerons le succès de notre économie. La promesse de nouveaux profits, la volonté d'améliorer leur image ont effectivement poussé certaines entreprises à s'engager dans la préservation de l'environnement. Vale est un géant minier. Elle est membre du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable. Son train est une institution au Brésil. De l'Amazonie à l'océan Atlantique, la multinationale transporte chaque année 100 millions de tonnes de minerais de fer sur plus de 1000 km. La population profite de ce train Vale, comme on l'appelle ici. Dans la région, tout le monde veut travailler pour Vale. Moi aussi, j'ai eu envie. Et j'ai eu la chance de commencer à travailler sur le train. Vale est présente dans 38 pays. Son chiffre d'affaires dépasse les 46 milliards de dollars. La multinationale s'est engagée de plein pied dans l'économie verte, car consciente de son impact sur la nature, elle a décidé de reboiser certaines zones déjà déforestées de l'Amazonie. Elle a déjà planté 50 000 hectares d'arbres et a pour objectif 170 000 hectares supplémentaires. Vale, aus Brasilien, der Sieger des Public Eye Awards 2012. Pourtant, en 2012, Vale a reçu le prix international de la honte et de l'irresponsabilité. With these nominations, some of the worst examples of corporate irresponsibility in the last year have been identified. What is needed is not just a recognition of what is wrong with, say, their environmental and labor practices, but systemic improvements. I hope that these awards will raise consciousness of some of the kinds of worst practices that are going on in the world today. Qu'a donc fait Vale pour mériter une telle récompense? Qu'a-t-elle donc fait pour qu'un mouvement international de victimes voie le jour, alors que la multinationale dit dépenser plus d'1 milliard de dollars chaque année en faveur du développement durable? Le long de son chemin de fer, on trouve entre autres 5 usines qui jour et nuit transforment le fer en fonte. 5 usines qui crachent une fumée nauséabonde et dangereuse. Et juste en dessous, un village. Ça, c'est la poussière qui vient des usines tous les jours. C'est impossible que tout reste propre. On nettoie. Aujourd'hui, par exemple, j'ai nettoyé ce matin. Et là, c'est déjà comme ça. Et ma mère, qui n'a jamais fumé, a des poumons comme ça. Si nous restons ici, notre destin, c'est la mort.
Je voudrais qu'ils comprennent qu'on est en train de se battre pour notre droit à la vie. Tout être humain a le droit de vivre, justement parce qu'on est né pour vivre. Dieu nous a fait pour qu'on ait la vie en abondance. Ce qu'on a ici, c'est la pollution en abondance. Ma femme était en bonne santé quand on est arrivé ici. Mais au bout de 3 ans, elle a eu un cancer du sein. Elle est allée à l'hôpital pour se faire opérer et on lui a retiré un sein. Le docteur a demandé si on habitait près d'une usine sidérurgique où il y avait de la pollution. On a répondu que oui. Alors il nous a dit d'aller ailleurs, car on n'allait pas pouvoir continuer à vivre comme ça. Pourtant, aux yeux du monde des affaires et des actionnaires bien sûr, Vale s'est forgé une image verte. En plein cœur de l'Amazonie, la multinationale exploite la plus importante mine de fer de la planète. Et si elle plante volontairement des arbres pour compenser son impact, elle sait aussi transformer sa bonne action en action financière rentable sur les marchés. Ces investissements lui permettent d'être coté en bourse à l'index du développement durable. Le fait que Vale ait investi et placé en bourse cette responsabilité environnementale, c'est juste une nouvelle manière de recueillir des fonds. Il est évident que sa préoccupation est bien plus financière qu'environnementale. En guise de forêt amazonienne replantée, Vale ne fait pousser qu'une seule espèce d'arbre, l'eucalyptus. Regardez là, on voit que la couche de terre est pauvre et le sol compact. Alors que pour faire naître la vie, le sol doit être poreux. Car quelle est la principale fonction du sol? C'est de stocker l'eau. Si l'eau n'est pas stockée, le processus biologique du sol ne peut pas se produire. Les micro-organismes ont du mal à travailler. Alors tout ce processus qui se met en place ici va aboutir à ce qu'on appelle déjà un désert vert. À quelques kilomètres de là, dans une forêt naturelle, ce qu'on remarque tout de suite ici, c'est une odeur différente. D'abord la couleur, l'odeur de la terre, une odeur vivante. On s'aperçoit que ce sol ici est différent de celui que nous avons vu avant. On peut voir ici d'innombrables racines d'autres espèces de plantes qui sont autour des plus grandes ici. Alors ça rend le sol arable, capable d'absorber l'eau de la pluie. Et ça offre les conditions idéales pour que les micro-organismes puissent travailler ce sol. Cette matière morte se transformera de nouveau en vie. Dans moins de 30 ans, toutes ces terres où il y a des eucalyptus seront devenues stériles. D'ici là, les marchés financiers auront récompensé chaque année l'investissement vert de Vale. À la fin, la multinationale gagnera encore de l'argent en vendant ses arbres pour produire du biocarburant. Arriver à faire passer une monoculture d'eucalyptus pour la forêt amazonienne millénaire, voici l'une des mystifications de l'économie verte. Un mensonge sur la capacité des marchés à préserver la biodiversité. Les marchés de la biodiversité ne sont pas une nouvelle invention. Il y a déjà d'autres types de marchés qui concernent la nature et que l'on peut observer, voir comment ils fonctionnent, qui gagne, qui perd, quand ils sont mis en place. Delegates from around the world gathered here by the hundreds to discuss climate change and its consequences. Global warming would be far more permanent. En décembre 1997, au Japon, une majorité de pays signent le protocole de Kyoto. Ils reconnaissent ainsi les risques liés au changement climatique et s'engagent à moins polluer. One leading theory is that it's caused when carbon dioxide and other man-made gases are released into the air and trap heat, much like a greenhouse. La science nous dit qu'on a un problème d'émission de carbone dans l'atmosphère. On commence à trouver des solutions pour le résoudre, comme planter des forêts, les entretenir, pratiquer l'agriculture durable,
Les gens ont considéré cela comme étant le moyen le moins cher et le plus efficace pour extraire ce carbone de l'atmosphère. Peu importe d'où vient le carbone, où il ressort. On peut donc avoir une plateforme d'échange globale pour le carbone qui est parfaite du point de vue du marché mondial de matières premières. Pour réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère, Kyoto a mis en place des mécanismes de marché. Le traité a fixé une limite globale d'émissions à ne pas dépasser. Chaque pays industrialisé signataire bénéficie d'un quota de carbone. Ces crédits sont distribués aux industries polluantes. Si une entreprise A n'utilise pas tous ses crédits carbone, elle peut les revendre à une industrie B qui dépasse son quota. Autre possibilité pour l'entreprise B, investir dans des sources d'énergie propres dans un pays moins industrialisé. On essaie de persuader les gens d'extraire le carbone de l'atmosphère et de stabiliser le climat en leur donnant une motivation financière. Le système de compensation qui, par exemple, permet la croissance des forêts est un moyen de récompenser les gens pour fournir davantage de capital naturel. C'est ainsi que des entreprises occidentales ont commencé à investir dans la protection ou la plantation de forêts dans les pays du Sud. Parmi elles, des petites sociétés, mais aussi des multinationales, telles que Microsoft, Disney, Air France, ou encore des géants de l'industrie pétrolière. L'Ouganda est l'une des destinations de ces investissements carbone. Pour obtenir les volumes et quantités de carbone dont on dispose, on doit mesurer les arbres que l'on a, le diamètre, la hauteur, et puis on prend ces valeurs, on les met dans les formulaires, et après calcul, on obtient la quantité totale de carbone dont on dispose. Ces hommes exercent un métier qui n'existait pas dans le monde avant la signature du protocole de Kyoto sur le changement climatique. Ils sont chasseurs de carbone. Height 2 is 20.6. 29.6. 25.0. 18.1. 25.4. Chaque tonne de CO2 stockée dans les arbres ouvre droit à un crédit carbone. Crédit que l'entreprise allemande Global Woods propose sur le marché international. Avec l'achat de ces certificats, on peut compenser cette émission excessive de carbone en Europe et contribuer activement et durablement à la protection climatique. La traque au carbone se développe, espoir de richesse future pour les investisseurs pionniers. Mais ces bébés arbres pourront-ils sauver le climat ? Absorber la pollution des pays occidentaux, compenser leur surconsommation des ressources naturelles. C'est en tout cas la principale solution apportée par les politiques internationales et les marchés pour préserver la planète. Le Nord paye pour planter, plutôt que d'essayer de changer. Sur les 5000 hectares de surface où nous avons planté des arbres en Ouganda, il y a environ 1 million de tonnes de carbone qui sont stockées. Et cela correspond à la quantité de CO2 qu'émettent 100 000 personnes en Europe centrale pendant un an. Et finalement, ce qui est vendu sur le marché, ce sont des papiers. Des papiers qui indiquent que lorsque tu les achètes, tu acquiers 20 tonnes de dioxyde de carbone, que tu peux donc rejeter dans la nature, car dans une autre partie du monde, il y a une forêt qui absorbe ces 20 tonnes de dioxyde de carbone.
Nous avons étudié tout cela de près et c'est très alarmant, parce que les chiffres ne tombent pas juste. Ce qu'ils mettent en place, c'est un mécanisme trompeur qui permet aux pollueurs du Nord de continuer à brûler l'énergie fossile. Quand ils sont arrivés tout au début, ils se sont présentés comme de gentils voisins. Mais si on est vraiment des gentils voisins, a-t-on besoin d'une Kalachnikov pour venir nous expulser? Nous n'avons plus rien à manger. Les enfants passent des journées le ventre vide. Il n'y a même plus de quoi payer l'école. Nous voulons continuer à cultiver encore dans les bois. Ils pourraient au moins venir en paix, sans nous arrêter, car nous ne sommes pas violents et nous ne possédons pas d'armes pour leur résister. Nous pourrons ainsi trouver un accord à l'amiable. Mais enfermer quelqu'un sans lui laisser la possibilité de cultiver ne fait qu'entraîner la pauvreté. Auparavant, les terres des plantations de Global Woods étaient utilisées par les villageois, sans autorisation certes. Mais dans ce pays si pauvre, les gens y cultivaient de quoi manger ou vendre sur les marchés. Les éleveurs faisaient paître leurs troupeaux. Tout a changé avec l'arrivée de Global Woods. Recherchons responsable de sécurité. Définition du poste. Empêcher les cultures dans la forêt. Qualité demandée. Être formé dans le maintien de l'ordre. Avoir acquis des compétences militaires. Être entraîné aux arts martiaux. Il faut savoir que le territoire où nous plantons des arbres a été prévu pour planter des arbres, et non pour la culture de céréales ou l'élevage de bétail. Nous agissons de manière proactive. Nous savons que le fait de commettre une bonne action, comme planter des arbres, peut entraîner des conflits. Mais nous faisons un pas vers les gens. Ces mécanismes utilisent nos arbres, nos forêts, particulièrement dans l'hémisphère sud, dans les pays en voie de développement, chez les peuples indigènes qui sont nos frères et sœurs. Ils les utilisent dans ce grand système du marché du carbone. Utiliser des terres pour y vivre et cultiver de quoi manger ou pour replanter des arbres. Est-ce aux populations du Sud de porter le sauvetage du climat, déglingué par les pays du Nord? Pour protéger des forêts dans différents endroits d'Afrique, des villageois ont été expulsés. Ils ont vu leurs maisons brûler. Au Honduras, des dizaines de paysans sont déjà morts pour avoir manifesté contre ce même type d'expulsion. Comment des arbres peuvent-ils avoir plus de valeur que des hommes? Notre peuple meurt littéralement. Nous mourons. C'est une forme de génocide. C'est un génocide contre notre peuple. Mais pour l'instant, rien n'arrête la charge du taureau enragé de Wall Street. Il ne se soucie guère des gens sur son passage quand il trouve de nouveaux secteurs pour engendrer du cash. Il faut bien comprendre que celui qui investit dans ces certificats ne va pas le faire par générosité, mais pour en obtenir un bénéfice. Et comment va-t-il obtenir un bénéfice? En faisant en sorte que la valeur de ces certificats augmente. Et c'est cela même qui fait que ce mécanisme est spéculatif et qu'il ne pourra pas durer. Ils parlent de la spéculation comme si c'était un gros mot. La spéculation n'est pas nécessairement une mauvaise chose. La spéculation, ce sont des gens qui prennent des risques. Il y a juste à espérer que ces personnes puissent assumer ces risques si les choses tournent mal. On voit déjà que des millions de dollars sont investis dans des projets de protection des forêts. Pourquoi? Parce que les gens espèrent pouvoir gagner de l'argent en vendant des crédits carbone à l'avenir. Ils ne gagnent pas d'argent pour l'instant. La plupart ne gagnent rien encore. Ils spéculent.
Au cours de ma vie, j'ai connu beaucoup de krachs boursiers. Alors est-ce que ces marchés environnementaux pourraient s'effondrer de la même façon? Oui, ils le peuvent. Et nous venons en fait d'en faire l'expérience. Car le prix du carbone sur les marchés s'est déjà effondré, passant d'une trentaine d'euros la tonne à moins de 3 euros. Comment confier notre avenir à un marché qui parfois reconnaît la valeur de l'environnement et parfois non? The Bank of America, Merrill Lynch, and the World Bank have announced a plan to offer World Bank green bonds to... Depuis quelques années, de grandes banques et des sociétés proposent des obligations vertes, un produit monétaire inventé par la Banque mondiale. Elles en ont déjà émis des dizaines de milliards de dollars pour, selon elles, réorienter la finance vers l'environnement. D'autres établissements bancaires ont signé la déclaration du capital naturel, un engagement à intégrer la protection de la nature dans leurs produits. Quelle est la garantie que cette finance dite verte soit bénéfique pour la planète? Il y a fort à parier que les banques, les traders, développeront l'infrastructure de ce nouveau marché avec une perspective qui leur sera profitable à eux et non pas à la nature, comme ils l'ont fait lors de la crise financière de 2008-2009. Et ces dérivés, ces produits financiers qui étaient vendus très rapidement, n'ont pas aidé les propriétaires de maisons à rembourser sainement leur emprunt. Non, ils ont été créés et utilisés pour accroître les possibilités de profit des banques. La crise financière est partie d'ici. Les banques ont joué sur un rêve, celui de posséder sa propre maison. Aux États-Unis, elles ont fait miroiter cette illusion à des foyers modestes, fragiles. Quand les familles ont été incapables de rembourser leurs prêts, le château de cartes s'est effondré. Et la crise des subprimes a mis des millions d'Américains à la rue. Le monde a basculé dans une crise sociale. On a déjà vu les conséquences de cette financiarisation. On a vu l'effondrement de Wall Street. Nous sommes témoins à travers le monde de cet argent avide qui se demande seulement comment faire plus de profit, dévastant les économies, dévastant les écosystèmes, dévastant la planète. Et ils viennent nous expliquer que si la planète est détruite, c'est parce qu'il n'y a pas de prix. C'est très simple, il suffit de faire une carte. Partout où on a mis un prix, les minerais ont été extraits, la terre a été violée. Partout où il y a de la déférence et du respect, la nature reste intacte. Les preuves sont très très claires. Ce sont les prix qui ont conduit à la dégradation et à la destruction. Les prix et la financiarisation sont un fléau que nous devons surmonter. C'est comme un cancer sur cette planète et dans l'esprit humain. Quel rapport entre des titres financiers pourris, des spéculateurs, des maisons, et puis des forêts, des insectes et des orang-outans? Dans la vieille économie, quand un foyer voulait acheter une maison, il allait voir son banquier qui évaluait ses capacités de remboursement et lui attribuait ou non un prêt. La crise l'a révélé au monde entier. Les prêts ne restent plus dans les banques. C'est la titrisation. Ces dettes des ménages sont transformées en titres financiers, puis achetées par des investisseurs, puis séparées en tranches, mélangées à d'autres dettes pour en faire des produits dérivés plus ou moins risqués, donc plus ou moins rentables, puis placés sur des marchés financiers. Un jour, trop de propriétaires n'ont plus été capables de rembourser leurs dettes, déclenchant des faillites en cascade. Le monde a alors découvert que certains investisseurs avaient spéculé sur l'incapacité des ménages à rembourser leurs prêts. Il ne faut pas faire un gros effort d'imagination pour utiliser la même logique, pour diviser les crédits biodiversité et diviser ainsi la biodiversité elle-même et dire « Vous pouvez désormais spéculer sur la date d'extinction de telle espèce ». On voit se développer
des propositions importantes aux États-Unis pour développer de façon très très large tout un système de produits dérivés qui sont des produits d'assurance pour préserver des espèces, pour préserver des habitats. Moi, j'ai acheté auprès d'une compagnie d'assurance, d'un fonds financier, un titre qui me permet de m'assurer contre le risque de disparition, que je fasse disparaître cette espèce. Et ce titre-là, je peux le revendre. Et donc, il y a un marché secondaire qui ne porte pas sur l'objet initial. Que le dérivé soit sur un oiseau, soit sur du riz, soit sur du pétrole, ou soit sur une action, ça n'a aucune importance. La nature du support initial n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le rendement à la fin. Donc s'il y a du rendement possible, en spéculant sur la disparition d'une espèce, mais pourquoi pas ? Oui, les titrisations sont parfois mauvaises et elles ont conduit à la débâcle financière. Mais il peut y en avoir de très très bonnes. Alors on ne doit pas les abandonner, on doit juste les améliorer. Parce que les choses pourraient mal tourner, parce que quelqu'un pourrait ne pas les aimer, on devrait tout arrêter et ne rien tenter. Je pense que ce serait une énorme erreur. Mais si les choses tournaient mal, quelles seraient les conséquences cette fois ? Existe-t-il un niveau de risque acceptable ? Déjà, des fonds d'investissement proposent des portefeuilles d'espèces. Vous prendriez bien 50 actions orang-outan, 30 actions mouches, 40 actions sauterelles ? Déjà, la forêt amazonienne est cotée sur la première bourse verte du monde. C'est jouer à Dieu, c'est se prendre pour Dieu. Lorsque ceux qui prônent ce concept se rendront compte que même aujourd'hui on ne peut pas se prendre pour Dieu, les dégâts seront déjà faits. Pour moi, ces peurs sont des peurs idéologiques. Il y a ceux qui voudraient vendre la nature, ils adoreraient avoir la possibilité d'acheter ou vendre des espèces. Mais c'est dommage parce que ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de nous assurer que la valeur de la nature soit reconnue et intégrée. Et puis, il y a ceux qui sont politiquement allergiques à toute forme de reconnaissance du capital. Pour eux, c'est une religion. Ils se battront contre tous ceux qui diront économie ou capital. Certains diront, mais c'est la théorie du complot, ça ne se passera pas du tout comme ça. Ce n'est pas le but de la comptabilisation de la nature, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais une fois la méthodologie en place, comment pourront-ils empêcher la spéculation, la mise aux enchères de la biodiversité? Vous pouvez créer l'outil, mais vous ne pouvez pas contrôler qui s'en servira, ni comment. C'est notre avenir commun sur la planète qui est en question. Peut-on l'hypothéquer en banque, le placer sur des marchés? Beaucoup de biobanques ne s'engagent à protéger les espèces et les habitats que pour 50 ans, le temps de faire des bénéfices. Un grain de poussière à l'échelle de la Terre. Si vous laissez la question de quelle est la valeur économique de la nature aux financiers, aux fonds d'investissement, aux fonds spéculatifs, aux banques, leur approche, ça va être une approche purement financière de la nature. Et ça, c'est très négatif. Mais je ne vois pas au nom de quoi le politique ne pourrait pas dire oui à une valeur économique, comme c'est le cas pour l'immense majorité des biens que nous produisons et que nous consommons, mais pas de valeur spéculative, pas de mécanisme qui permettent à cette valeur de l'économie réelle, d'être détournée par une financiarisation excessive. La seule façon de sortir de cette crise environnementale est d'abandonner la logique de marché, où le marché nous domine, et de rentrer dans une logique où c'est la conscience humaine qui définit et décide, en fonction de la science, ce qui est le plus approprié pour restaurer l'équilibre de la nature.
Nous devons apprendre à sortir de cette logique de marché où tout a un prix et rien n'a de valeur. Et puis comprendre que la nature ne peut pas avoir de prix. L'humanité doit trouver une autre voie, comme elle l'a fait pendant la plus grande partie de son histoire. La valeur de la nature n'a jamais été mesurée par l'argent. Le monde de la finance a fait joujou avec les maisons des foyers américains, causant la déferlante de la crise sur le monde. Seuls quelques spécialistes éclairés avaient compris le danger des mécanismes créés. Maintenant, nous savons tous. La même machinerie se met en place. Leur nouveau jouet, c'est la nature. Est-ce une bonne idée de laisser la planète entre leurs mains ? Quand on fait une prise de sang, et que vous allez au laboratoire vous faire mesurer vos ions du sang. Le sodium, tiens, intéressant, c'est un ion d'Onmer, ça. Les chlorures, le potassium, le magnésium, intéressant. Pourquoi on a ça dans notre sang? Parce que ça vient de l'océan ancestral. Et aujourd'hui, l'histoire d'un sang humain, il raconte l'histoire de l'océan. Quand la vie sort de l'océan, il y a à peu près 440 millions d'années à peu près. Gardons de l'humilité, on est un morceau d'océan ancestral. Cette vie, on ne peut pas s'en passer. On ne mange que du vivant, on ne coopère qu'avec du vivant. Si on oublie ça, c'est un suicide collectif, tout simplement. Puis souvent, on me dit, oui, vous battez pour sauver la planète. Je s'en fous, la planète, complètement. On se bat pour garder du bien-être de l'humain sur la planète. C'est un petit peu différent, finalement.